En fait, peut-être lever la chaîne. Je pense que ça va. Ouais. C'est bon. Bien, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à Bruxelles, bonjour à la Belgique, bonjour à Molenbeek. Surtout Molenbeek. Les Français ont découvert une nouvelle extension de l'Empire du Mal. C'est Molenbeek, le long bras de l'Empire du Mal. Et nous, c'est sûr. On l'a enfin découvert. Nous sommes déjà l'Empire du Mal, parti des indigènes de la République. Nous sommes heureux que nous avons d'avoir des confrères ailleurs. Alors, j'ai à lourd de charge d'introduire cette première table ronde. Guerre, terrorisme, des mots qui font peur, des mots qu'on n'ose pas utiliser, des mots qui nous renvoient à une réalité que nous découvrons tous les jours au journal du 20h ou à d'autres journaux, puisque l'actualité est en continu maintenant. L'actualité est en continu et elle est faite, je pourrais dire, au jour le jour et à l'heure même. Avant même parfois que les faits ont lieu, l'actualité est déjà faite, est déjà préparée, est déjà dans les casiers. Donc c'est cette guerre qu'on nous présente comme étant inédite, nouvelle. En tout cas, nous avons découvert le 13 novembre dernier que la France était en guerre. Et évidemment, quand on dit la France, ça veut dire l'univers, vous le savez, bien sûr. Et donc nous avons découvert que l'univers était en guerre. Contre qui? On ne sait toujours pas précisément. Justement, il y a un blanc que l'on peut remplir, avec, comme dans les jeux, avec le nom qu'on désire. Contre qui? Pour quel but? Une guerre définit toujours des buts de guerre. Nous ne connaissons pas les buts de guerre, toujours pas. C'est des buts extensibles. Et avec qui? Quelles sont les alliances? Dans une guerre, il y a toujours des alliances. Donc il y a un ennemi, il y a des alliances. Et quand se terminera-t-elle? On ne sait toujours pas. C'est en rapport avec les buts de guerre. Alors, M. Hollande nous a dit qu'il voulait éradiquer Daesh, c'est ça, vraiment faire table rase de Daesh, qu'il n'y ait plus le mot Daesh, même lui-même, on va le supprimer du dictionnaire comme il voulait supprimer le mot racisme pour en finir avec le racisme de la Constitution. Vous savez, le mot race, c'était la grande idée, la grande nouveauté du PS français. Et donc, il suffirait d'abolir le mot Daesh, et puis voilà, on est dans une sorte d'univers virtuel, comme ça, voilà, comme dans les jeux vidéo. En tout cas, cette guerre, on peut en rire là, mais elle est bien réelle. Mais la question que je pose, c'est que si nous parlons de guerre aujourd'hui, c'est qu'auparavant, c'était la paix, par définition. Je ne sais pas de quelle paix il s'agit. Je n'ai jamais connu autre chose que la guerre. Personnellement, depuis ma naissance, je n'ai jamais connu autre chose que la guerre au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, au Maghreb, je n'ai jamais connu autre chose que la guerre. Quand donc la guerre n'a-t-elle pas commencé, je veux dire, puisque nous sommes nés dans la guerre. Et malheureusement, je crains que nous quitterons cette terre encore dans la guerre. Cette guerre qui n'est pas la nôtre, cette guerre qu'on veut absolument faire nôtre, mais qui n'est pas la nôtre en aucune façon. Cette guerre qu'on nous impose, et dès l'instant où on nous l'impose, alors, c'est-à-dire que nous-mêmes sommes les protagonistes d'une guerre. Nous sommes enrôlés, notre corps défendant, dans une guerre dont nous ne connaissons rien. Je l'ai dit, ni les ennemis, ni les buts, ni quand elle se terminera. Et c'est ça qui est absolument terrible. C'est ça qui est absolument terrible, puisque la guerre pour toujours, parce que c'est comme ça que ça s'annonce, c'est la guerre pour toujours. La guerre un jour, la guerre pour toujours. Et je veux dire que seuls ceux qui pouvaient avoir des illusions sur l'impérialisme français et sur son principal protagoniste aujourd'hui, le Parti socialiste, seuls ceux-là peuvent être étonnés. Parce que nous savons, nous connaissons l'histoire de ce pays, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, et nous savons de quoi ils sont capables. Et quand nous disions, il y a quelques années, à l'époque où paraît-il que c'était encore la paix, lorsque nous leur disions à des gens un petit peu étonnés, vous ne savez pas de quoi ils sont capables, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Eh bien, je pense que les faits actuels confirment cela. La dernière fois que la France était en guerre, c'était donc en 1990, officiellement, contre l'Irak, une guerre de l'ONU, soi-disant une guerre pour le droit, rappelez-vous, enfin, pour les plus anciens, ou surtout, qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, une guerre dont on nous disait qu'elle serait la dernière DDR, comme en 14-18.
la der des et qu'après cela, ce serait le droit pour toujours. Et lorsque des gens disaient, mais on ne comprend pas, vous voulez faire la guerre à Saddam Hussein, à l'Irak, mais dans quel but? On dit, mais c'est pour le droit. Et puis on leur disait, mais à côté, il y a un petit État, enfin un petit État colonial qui s'appelle Israël, et qui n'a jamais respecté aucune des résolutions de l'ONU depuis sa création. Et là, vous faites la guerre à l'Irak parce que l'Irak refuse d'appliquer la résolution lui demandant de quitter le Koweït. Et on lui disait, mais vous n'avez rien compris, c'est la der des der, maintenant ça va être le droit pour toujours. Oui, maintenant on va faire appliquer le droit. On a vu ce qu'il en est depuis. On a vu ce qu'il en est depuis. On a fait la guerre à l'Irak. L'Irak a été détruit parce que on oublie souvent de dire que la guerre qui détruit vraiment l'Irak, c'est d'abord celle de 90. Bien sûr, c'est d'abord celle de 90. Celle du début des années 2000, qui n'est pas toujours pas terminée d'ailleurs, eh bien, mais c'était d'abord, c'est là qu'on a assisté en direct, et pour la première fois, à cette destruction d'un pays, pierre par pierre, dans la joie, dans l'euphorie, puisque cela allait inaugurer une période extraordinaire, un âge d'or de la paix, et on a vu ce qu'il en a été. En tout cas, la France a été en guerre. Et on n'en est jamais sorti depuis, pour la période récente. Mais sinon, cette guerre, elle traverse tout le XXe siècle. Nous n'avons jamais connu la paix. Ce pays n'a jamais été en paix. La France, excusez-moi de dire ça, parce que j'oublie que je ne suis pas en France. Et voilà, et c'est peut-être pas mauvais, mais de changer un petit peu d'air de temps en temps, parce que l'air, il devient vraiment irrespirable. En tout cas, la France n'a jamais été en paix, et l'impérialisme français n'a jamais été en paix, puisque guerre et impérialisme coïncident quasiment, hein, pour paraphraser, et puis je pourrais aussi ajouter terrorisme, pour paraphraser célèbre phrase de Jaurès, l'impérialisme porte la guerre comme la nuée, enfin, il parlait du capitalisme, mais en tout cas, l'impérialisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage, il porte également le terrorisme comme la nuée porte l'orage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, cette guerre n'a jamais terminé depuis le début du XXe siècle. Et de quelle s'agit-il de quelle guerre? S'agit-il de la guerre que les Français et les Anglais mènent même avant le XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, qui va déjà qui précipitera le Liban dans la guerre civile. Mais l'intervention française et anglaise, sous Napoléon III, hein, et les Britanniques, au Liban, en Syrie déjà, s'agit-il de la guerre qui succède à la Première Guerre mondiale, où la France veut imposer à la Syrie 5 États confessionnels ou ethniques. 5 États confessionnels et ethniques en Syrie. La France laïque et républicaine, qui va imposer des États confessionnels en Syrie. Cela va se terminer par un fiasco pour la France à cause de la résistance syrienne et du refus du peuple syrien, uni, toute confession et communauté conjuguée. S'agit-il du mandat français qui se termine par un massacre à Damas en 1945, parce que la France refuse d'évacuer Damas, comme les accords internationaux lui en faisaient l'obligation. S'agit-il que des guerres que la France mène ensuite au Moyen-Orient, aux côtés d'Israël, bien évidemment, d'abord du soutien en 1948 à la création d'Israël, ensuite en 1956 contre l'Égypte de Nasser, qu'on présentait déjà comme le petit Hitler du Nil, c'est comme ça que la presse française appelait Nasser à l'époque, hein, le petit Hitler du Nil. L'humanité, y compris. S'agit-il de la guerre d'Algérie, évidemment, des guerres menées en Afrique? S'agit-il des guerres menées au Cameroun qui va aboutir à un génocide des populations Bamileke et Bassa au Cameroun? S'agit-il, quand ce pays a-t-il été en paix? Jamais. Jamais. Et ce qui se passe aujourd'hui est l'écho de cette guerre sourde qui s'est toujours produite, que la France a toujours menée à l'extérieur pour ses intérêts. Et on voudrait aujourd'hui que le petit doigt sur la couture du pantalon, tous unis, eh bien, nous marchons comme un seul homme, comme une seule femme, vers un avenir complètement incertain. Complètement incertain. Alors, c'est le tragique. Qui dit guerre dit militarisation. Et cette militarisation, on le sait, elle est en œuvre en France. Il en sera question par la suite. Vraiment, aujourd'hui, les récentes répressions des manifestations sonnent comme des sortes de répétitions générales d'on ne sait quoi, mais d'extrêmement inquiétant. Et quand on voit le savoir-faire et comment ça se passe, oui, on a réellement raison de s'inquiéter. Comme si une partition était en train d'être jouée, déjà rodée. Alors, le terrorisme, c'est la forme artisanale des guerres impérialistes, forme artisanale qui revient effectivement comme un boomerang.
C'est vrai, ça a été dit, mais c'est vrai. Ce terrorisme, aujourd'hui, je crois que ce terrorisme est nécessaire à la survie de l'impérialisme. L'impérialisme a toujours fonctionné avec le terrorisme, qu'il soit le fait d'acteurs privés, individuels, eh bien, disons, artisans, eh bien, ne change rien à la donne. La portée, le sens dans lequel il va et ce qu'il produit, là aussi, semble inscrit dans une sorte de partition générale. L'impérialisme a besoin du terrorisme, il l'a toujours suscité. Il en a besoin, il le crée, il le nourrit, il l'entretient, et les dégâts, ben, on les connaît. Mais on nous dit que c'est une guerre pour la civilisation aussi. Et on ramène la civilisation au fait de boire un coup de rouge à une terrasse. Et Alain Finkielkraut, un grand ami, s'est même fendu d'un texte, enfin d'une digression, parce que enfin, je l'ai entendu, il l'a écrit par ailleurs, sur l'éloge de la terrasse. Estrosi, le maire de Nice, y est allé aussi de sa résistance, et sur Facebook, il a appelé à la résistance, à un grand mouvement de résistance, à la terrasse d'un café de Nice, je ne sais plus lequel. Hein. Donc voilà, il y avait un certain nombre de résistants qui étaient là et qui ensemble ont bu un coup pour montrer qu'ils résistaient à Daesh. Et qu'ils savaient résister à Daesh. Alors, civilisation française, ce n'est pas Victor Hugo, ce n'est pas Lamartine, d'accord, ce n'est pas Léo Ferré, non, c'est boire un coup de rouge à la terrasse d'un café. Et c'est pour cela que nous devrions aujourd'hui, eh bien, nous mobiliser, peut-être risquer même nos vies. Alors en fait, oui, ça pourrait presque faire sourire si ce n'était pas la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la France est, enfin, il n'y a pas qu'au Moyen-Orient que la France est en guerre, il y a également en Afrique. Et d'ailleurs, l'Afrique qui a même une extension à tel point que c'est une extension, enfin, que pour beaucoup, l'Afrique est simplement une extension du territoire français et qu'on a beaucoup de mal à expliquer aux jeunes qu'en fait, ces pays sont indépendants. Beaucoup de mal, et que ce ne sont pas des colonies, ce ne sont pas des départements d'outre-mer, ce ne sont pas des territoires d'outre-mer, non, officiellement ce sont bien des pays indépendants, et on leur fait la guerre parce que, voilà, ils n'ont pas très bien compris les vertus de l'universalisme français. Alors en tout cas, ces guerres en Afrique également, elles sont là. On entend plus tellement parler de cette guerre au Mali par exemple, mais elle est vraiment là, de cette guerre dans cette zone floue, aux confins du Sahara, du Sahel et autres, mais cette guerre est vraiment là, et elle fait des vrais morts, et on ne sait pas s'il s'agit si cette guerre consiste aussi à défendre la civilisation malienne, mais en tout cas l'armée française est vraiment là-bas, et les dégâts, eh bien à mon avis, sont vraiment, vraiment, vraiment durables. Alors, je voulais dire également que dans une guerre, eh bien, il y a des ennemis, mais il y a aussi des traîtres. Il y a toujours des traîtres dans une guerre. Il y a les résistants, il y a les traîtres. Et la question aujourd'hui, c'est qui sont les traîtres? Qui sont les traîtres de cette guerre? Et je crois qu'il n'est pas nécessaire de développer davantage les messages subliminaux qui sont distillés par nos politiques nous disent bien quels sont les traîtres de cette guerre. Et quel sort éventuel les attend. Alors, nous sommes dans un week-end d'élection, de l'autre côté de la frontière, et on ne sait pas ce que ces élections vont donner, évidemment, mais ils s'entendent tous, actuellement, et si on voit la belle unanimité qu'il y a eu l'autre jour pour cet état d'urgence, il n'y a aucun doute sur quels sont les traîtres, qui sont les traîtres. Et cette guerre, justement, se fait aussi contre ces traîtres, mais ça sera développé par la suite. Mais c'est cela aussi qui interroge. C'est cela aussi qui interroge. Se doutent-ils des dégâts qu'ils commettent? Se doutent-ils des dégâts qu'ils commettent actuellement? Dans tous ces jeunes esprits qui reçoivent ces informations et qui se regardent dans une glace et voient très bien que le traître, c'est eux. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et lorsqu'on veut essayer de repenser à quel pouvait être l'état d'esprit lors d'une des grandes boucheries impérialistes en 1914, comment
comment on avait à l'époque une opinion publique qui était largement anti-guerre et qui en quelques jours va se retourner dès l'assassinat de Jaurès, justement, de Jean Jaurès. Ces mêmes socialistes d'ailleurs, ces mêmes socialistes qui suivaient Jaurès et qui disaient la guerre, pas question, jamais, et qui en quelques jours, dès l'instant où Jaurès est assassiné, hurlent tous à Berlin. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai. On a parlé d'union sacrée, et le Premier ministre français Valls a parlé d'union sacrée. Les mêmes mots lui reviennent à la bouche, parce que c'est la pensée qui revient. C'est union sacrée. Aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas de quel sacré il s'agit, mais c'est un sacré qui aujourd'hui va faire de sacrés dégâts, commet déjà de sacrés dégâts, et ça va être dit dans certaines sphères de la société, dans pas mal de sphères de la société, et ces dégâts, eh bien, aujourd'hui, nous devons y faire face. Nous devons y faire face, nous devons nous mobiliser contre cette guerre annoncée, cette guerre qu'on nous impose, cette guerre qu'on n'a pas voulu, mais cette guerre qui n'a jamais cessé de l'autre côté, là-bas, au Moyen-Orient. Voilà, bravo.